19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir les amis. Philippe de Villiers, félicitations. Qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Qu'ai-je découvert? La une du Figaro Magazine. Le phénomène Philippe de Villiers. 200 000 exemplaires vendus de Mémoricide, votre livre. 1 million de téléspectateurs sur CNews. Le phénomène Philippe de Villiers. Il Fenomeno. Il Fenomeno, c'est le surnom qu'on donnait dans la presse italienne à Ronaldo, l'attaquant brésilien. Je sais que vous adorez le football. Donc pas Cristiano Ronaldo. Le vrai Ronaldo, l'unique, qui a été 2 fois Ballon d'Or. Donc j'ai en quelque... brésilien. CR7 et portugais. Brésilien pour Ronaldo. CR9. Parlez duquel Ronaldo là? Le brésilien, il n'y en a qu'un seul. Ah d'accord, ah oui, parce que l'unique. Pour vous, le second n'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez, Geoffroy Lejeune? C'est pareil, c'est ma jeunesse, le vrai Ronaldo. Ah oui, le vrai Ronaldo, c'est Il Fenomeno, le phénomène. Oui, d'accord. Donc c'est en quelque sorte cette une... Il est vexé, il aurait préféré l'autre Ronaldo. Vous préfériez Cristiano Ronaldo? Le deuxième Ronaldo, j'ai vécu la compétition entre ce Ronaldo-là Et Messi. et Lionel Messi. Donc, Oui. voilà. Le premier a vécu longtemps dans l'ombre de Pelé, Pépé, Didi, Vava, Garincha. Ouais. Oui, bon, il a quand même eu 2 ballons d'or. Je touche ma bille, non? Mais attendez, je sais que je parle à un professionnel. Oui. Je sais que je parle à un expert du football. Bon, Il Fenomeno, le phénomène Philippe de Villiers. C'est ce que dit le Figaro Magazine. Allez-y. Que normalement, quelqu'un qui écrit, il vous dit en confidence, quand vous l'interrogez, oui, j'ai lu, quand j'étais jeune, les 3 Mousquetaires, etc. et puis plus tard, Kant, Bergson. Et là, moi, j'ai surpris Charles Jégu, le journaliste, qui est un très bon journaliste, qui a écrit un papier d'ailleurs très, très acéré, très, très intéressant et très original, un peu baroque. Et il me dit, comment vous avez appris à écrire? Je dis, Anquetil, copain. Ah oui. Il me dit, ah bon? Ouais. Je lui montre la peau d'orange de Jacques Anquetil, qui est un souvenir personnel que j'avais recueilli sur le bord d'une route. Oui. Et que vous avez apporté sur le plateau. Je lui montre mon livre sur Raymond Coppa avec tous les autographes, les échanges de correspondance avec Raymond Coppa. Et il me dit, mais pourquoi Anquetil, Coppa, c'est pas des gens de littérature? Il me dit non. Mais à chaque anniversaire ou pour Noël, je demandais à mon parrain, à ma marraine, mes parents, etc., un abonnement à l'Équipe, à Football Magazine, à Miroir du cyclisme, à France Football, etc. Et donc, en fait, c'est en lisant les grands reporters, les grands journalistes, alors à l'époque, c'était Antoine Blondin, etc., excusez du peu. Là, comme ailleurs, il y a eu une pente descendue. Mais à l'époque, ils m'ont appris le présent de narration, quoi. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire. Et beaucoup plus tard, j'ai lu un premier livre qui était Le chien des Baskerville. Je suis allé jusqu'au bout, c'est un des rares où je suis allé jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai lu surtout Les Forçats de la route de Blondin. Les Forçats de la route. Vous savez que dans le milieu du journalisme, on dit que la meilleure formation possible, c'est de commencer par le service des sports, oui. Et puis ensuite d'aller vers d'autres... On a un exemple célèbre dans la chaîne. Lequel? On a un exemple c'est une blague, mais... On pense bien évidemment à Pascal Brault qu'on embrasse. Et vous savez qu'avec Benjamin No, qui est en régie, et moi-même, j'ai commencé avec Pascal Brault au service des sports. Allez. Voilà. Il Fenomeno. J'ai Il Fenomeno en face de moi. C'est un peu de ballon d'or pour vous. Et en fait, ce titre peut paraître curieux. Le phénomène? Oui. Et ce que raconte le Figaro Magazine me tient à cœur, ça me touche, parce qu'en fait, ils disent, voilà, cet homme-là, il a été pendant 40 ans un paria, un réprouvé, un banni. Il se promenait comme un lépreux populiste, avec sa crécelle pour prévenir, pour pas contaminer. Et puis tout à coup, avec cette émission, avec le livre, avec Europe 1, qu'il ne faut pas oublier, le samedi matin, tout change. Les Français semblent redécouvrir un homme et le réhabiliter. Et ce que dit très bien le Figaro Magazine, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, je fais partie des rares Français qui ont été dans la vie publique et qui parlent de la France
comme un être de chair. Et on parlera de cette France, justement, dans cette émission. Je vous avais un petit apologue, vous avez intérêt à regarder jusqu'au bout. Ah, mais attendez, déjà, vous sachez que les téléspectateurs restent de la première jusqu'à la dernière minute, mais ce qui est vrai, c'est que votre apologue ce soir est un apologue qui mérite d'être écouté attentivement. Philippe de Villiers, commençons avec cette actualité qui est une sorte de mauvaise série, l'affaire Doualem qui se poursuit. On en parlait déjà la semaine dernière avec vous, Philippe. Le tribunal administratif de Melun a décidé ce jeudi d'annuler l'obligation de quitter le territoire français délivré contre cet individu qui, je le rappelle, avait appelé sur les réseaux sociaux à infliger une punition sévère à un opposant du régime algérien. Ce même Doualem avait été expulsé du territoire français avant d'être renvoyé en France le soir même depuis Alger. Le ministère de l'Intérieur, Philippe de Villiers, a décidé de faire appel de cette décision. Comment expliquer ce camouflet et que peut faire le ministre de l'Intérieur ? Je vous demande un instant de vous souvenir, il y a quelques jours, d'un événement qui a surpris le monde entier. Trump renvoie chez eux des clandestins en Colombie. La gauche était horrifiée, n'empêche qu'il a gagné. Il a fait plier la Colombie. Ça a été, mais alors vraiment très rapide. Et nous, on a cet Algérien qui se promène sur le territoire français, qui joue avec nous, comme un chat avec une pelote de laine, et on n'est pas foutu de le ramener chez lui. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est la souveraineté, l'absence de souveraineté. Pendant 40 ans, j'ai essayé de faire comprendre aux Français, avec d'autres, soyons humbles, j'ai essayé de faire comprendre ce que voulait dire le mot souveraineté. Et c'est pour ça que la une du Figmag, en fait, c'est ça. Ça veut dire le phénomène, en fait, et finalement, l'histoire lui donne raison. Leur donne raison, à tous ceux qui ont défendu la souveraineté. Alors, je vais être très concret. Il y en a un qui sait tout ça, qui sait pourquoi ça ne marche pas. C'est Bruno Retailleau. Je salue son ardeur, sa persévérance, sa pugnacité, son application. Et je le connais et il est comme ça. Et sa sincérité. Donc je ne triche pas. Là, il arrive à un moment important de sa vie et de sa vie publique, et je lui donne un conseil. Bruno, va jusqu'au bout maintenant. Dis les choses. Ne reste pas dans des demi-vérités. La demi-vérité, ça consiste à dire on va tout faire, on va faire appel, on va se battre, on va continuer, etc. Mais la question, elle n'est pas là. La question qui se pose, c'est mais pourquoi on est là ? Pourquoi on en est là ? Et il faut que tu dises ceci aux Français, qui sont prêts aujourd'hui à l'entendre, parce qu'ils le sentent. La France a perdu volontairement, en 40 ans, le droit de protéger les Français. Elle a perdu ce droit parce qu'elle a volontairement perdu le droit d'avoir le dernier mot. Parce que quand un pays livre lui-même, dans un acte de fierté de toute une classe politique unanime, gauche et droite confondues, la compétence de la compétence, c'est la définition même de la souveraineté par les constitutionnalistes, il reste que pour les yeux pour pleurer. Je vais être très concret. La souveraineté, ça veut dire qu'il y a un mot que le ministre de l'Intérieur ne peut pas utiliser. Il est tabou. C'est les frontières. Mais supposez demain qu'on dise on sort de Schengen. Et Bruno Retailleau, si jamais il m'écoute, sait très bien de quoi je parle, puisque nous étions ensemble à une conférence de presse avec Georges Berthu et Dominique Souchet, mes amis. Il était mon porte-parole à la campagne de 95. C'est le Figaro Magazine qui me fait penser à tout ça. Je revisite mon propre passé que j'avais oublié. On a fait une conférence de presse pour dire non à Schengen. Et on disait ensemble, si jamais on fait Schengen,
une maison sans fenêtre ni porte sera investie par tous les malfrats de la terre. Et donc, on a passé notre temps à dire tout ça. Le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Lisbonne, nous les avons combattus, ces traités. Et ces traités, c'est des bouts de France qui partent. Alors, les frontières, mais aussi les lois. Puisque, au-dessus de nos lois, il y a des lois européennes. Exemple, la directive Retour, qui date de 2008, et qui nous interdit de renvoyer chez eux des délinquants étrangers. Et puis, il y a les cours suprêmes. En l'occurrence, là, personne n'a dit que la décision des juges, parce que les juges, en fait, ils appliquent la loi, avec plus ou moins de connotation parfois, mais quand même, ils appliquent la loi. Et en l'occurrence, ils appliquent une convention européenne, qu'on connaît bien ici, puisqu'on en avait déjà parlé. Ils appliquent une convention européenne sur les attachements familiaux, sur les attaches familiales. Et donc, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Et ici même, il y a une semaine, j'avais cité De Gaulle qui engueulait son ministre de la Justice, qui voulait absolument lui faire ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Et De Gaulle disait non, je ne veux pas ratifier. Et c'est Alain Poher, qui faisait l'intérim après la mort de Pompidou, qui a fait ratifier par le Parlement la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quand vous décidez... Je le dis aux Français les yeux dans les yeux en leur disant mais je veux bien avoir tort, mais l'histoire me donne raison. Quand vous décidez de transférer les pouvoirs qui sont les vôtres, et qui sont les pouvoirs du peuple, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, quand vous décidez de transférer à des conventions, au Conseil de l'Europe, à la Commission de Bruxelles, à Madame van der Leyen, etc., vous ne pouvez plus rien faire. Exemple. Pourquoi on ne peut rien faire avec l'Algérie ? Je suis allé faire un petit tour le jour avec mes amis très bien placés, très haut placés auprès de Madame van der Leyen. Ils se reconnaîtront. Quand on est vieux, on est des amis partout. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit ça ne bougera pas pour Boualem Sansal, ça ne bougera pas pour les influenceurs algériens, pour une raison simple, c'est que 20% de notre gaz, ça a été traité par Madame van der Leyen elle-même, vient d'Algérie. Vous voyez ? Donc en réalité, on n'a plus de force diplomatique. Quand vous n'avez plus la souveraineté diplomatique et que vous n'avez plus la souveraineté de vos lois et de vos frontières, vous êtes condamné à quémander ou alors à faire ce qu'ils font les ministres. Et c'est dommage pour Bruno Retailleau qui vaut beaucoup mieux que ça. Il va y laisser sa peau. Il balade le brochet dans les temps, comme on dit chez moi à Vendée, dans le bocage. Et il y a un moment donné où les gens vont dire bah, ça marche plus, quoi. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui marche, parce que ça va continuer comme ça. En d'autres termes, écoutez cette formule, qui est la formule d'un homme d'expérience qui a exercé le pouvoir et qui a regardé le pouvoir ne pas être exercé. Le pouvoir, c'est quand on l'a. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, on n'a plus que le mouchoir de Véronique pour essuyer les larmes. Et les essuyeurs de larmes, qui pratiquent la politique compassionnelle, on les connaît depuis des années et des années. Vous voyez, Retailleau parle comme Darmanin, qui parle comme Retailleau, mais en fait, ils savent très bien qu'on est dans le ministère de la parole. Et donc, moi, je dis à Bruno Retailleau, allez, va jusqu'au bout, dis maintenant aux Français, je ne peux rien faire tant que vous ne m'avez pas accordé le droit de récupérer la souveraineté de la France. Et donc, je m'adresse au président de la République. Parce que c'est lui qui transfère la souveraineté. C'est lui le fantasme de la souveraineté européenne. Et je lui dis maintenant, vous arrêtez, on rapatrie tout ça. On rapatrie le pouvoir. Le jour où le ministre de l'Intérieur aura le pouvoir politique avec le pouvoir juridique, c'est-à-dire le jour où le pouvoir politique aura récupéré le pouvoir juridique, alors on pourra résoudre le problème des Français. Et les chiffres de l'immigration sont tombés cette semaine, Philippe de Villiers. Et là aussi, vous avez dit, l'histoire me donne raison, les chiffres vous donnent également raison. Les premiers titres de séjour accordés représentent plus de 336 000 titres en un an seulement.
les reconduites à la frontière, 21 600 seulement. Et des chiffres qui confirment ce que vous avez dit, notamment la semaine dernière, lorsqu'on parlait de la submersion migratoire. Avant de vous donner la parole sur la question et les chiffres de l'immigration, écoutons Thibault de Montbrial, il était l'invité de CNews cette semaine. Et aujourd'hui, les chiffres de l'immigration légale. Oui. 340 000 titres de séjour délivrés l'an dernier, quasiment. 336 700, précisément. Comment fait-on pour faire comprendre à ceux qui nous dirigent qu'il est peut-être temps, puisque c'est un chiffre en hausse, de baisser ce chiffre et d'arrêter avec les titres de séjour. Et là, on parle d'immigration, encore une fois, légale. Pour ajouter à ce premier chiffre que vous donnez sur ce qu'on appelle les premiers visas entrés en France, les premières demandes d'asile, le chiffre des 258 000, si j'ai bien lu tout à l'heure, donc le cumul des deux nous met juste en dessous de 500 000, c'est-à-dire que les entrées légales en France en 2024 sont du niveau de la population de la ville de Toulouse. Et bien qu'on se soit fortement réjoui, semble-t-il, du nombre d'expulsions en augmentation de 24%, en réalité, le nombre d'expulsions, c'est 21 000. Donc vous avez d'un côté la population de la ville de Toulouse et de l'autre l'affluence moyenne dans un stade de Ligue 1 pour un match de foot. 500 000, 20 000. Donc le solde d'accroissement naturel sur 3 ans, c'est 1,5 million d'un côté et 40 ou 50 000 ou 60 000 qui sont partis. C'est, au sens propre, insupportable. Geoffroy Lejeune. Ça fait plus de 1000 personnes par jour en France. Quand on y pense comme ça, c'est vertigineux. Est-ce que, Philippe, selon vous, ces chiffres de l'immigration sont un nouvel échec pour la Macronie ? C'est pas un échec, c'est un record. Et la Macronie a 2 records dans la même semaine. Ou dans la même quinzaine. Le record de l'immigration et le record de la dénatalité. Et moi, ce qui me frappe, c'est les 2 semaines, le lien entre les 2 semaines. Quand j'étais en classe de philo, mon professeur de philo disait « L'intelligence, c'est établir des rapports ». J'ai retenu cette formule. Établir des rapports. D'ailleurs, tout créateur établit des rapports entre 2 choses qui n'ont rien à voir, et ça donne une forme nouvelle. Et le monde est différent après cette création. Établir des rapports, ça veut dire faire le lien, par exemple, entre la phrase susurrée par François Bayrou, la submersion migratoire. Tout le monde a hurlé, la volaille a caqueté partout dans toute la basse-cour, hein, et on a entendu tous les chiens de ferme qui aboyaient. Sur le thème, c'est horrible, il a dit ça, c'est pas vrai en plus. Et alors on a eu Hervé Lebras, on a eu les démographes, on a eu les scientifiques, tous les gens qui ne cessent justement de balader le brochet dans les temps, depuis tant d'années, qui ont expliqué mais non, c'est pas vrai, etc. Et une semaine après, boum, les chiffres sont publiés par le ministre de l'Intérieur. Et ça donne 500 000 entrées légales. Je parle pas des entrées illégales. On vient de régulariser, là, avec la nouvelle circulaire Retailleau qui succède à la circulaire Valls. Non, entrée légale, 500 000. C'est-à-dire, il l'a dit très bien, les titres de séjour plus le droit d'asile. Ça veut dire qu'en fait, la semaine qui vient de s'écouler vient conforter le propos tenu par le Premier ministre. Il y a bien une submersion migratoire, parce que 500 000 personnes par an, vous imaginez où on va avec de tels chiffres. C'est fini. C'est l'affaire de quelques années. Dans quelques années, on sera non seulement submergé, mais c'est l'immigration invasive. C'est une invasion. Deuxième lien, deuxième rapport, deuxième coïncidence, elle est encore plus spectaculaire. La semaine dernière, on nous annonce le chiffre de la dénatalité et on nous dit qu'il y a eu 660 000 naissances. Et cette année, on nous donne le chiffre des entrées légales, 500 000. Si vous ajoutez les entrées illégales, 100 000 par an, au moins, regardez les OQTF, on dit qu'il y en a 100 000, ça fait 600 000. Donc en fait, on a autant de migrants qui arrivent chez nous, en France, que de naissances. Eh ben, n'importe quel démographe vous dira, s'il est vrai que l'enfant est la ligne de flottaison de l'espoir d'une société, qu'on est sous la ligne de flottaison. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment on en est arrivé là ? Et ma réponse, elle est simple. Premièrement, il y a les tabous.
que personne ne veut prononcer. Premier tabou, c'est l'immigration invasive. Il faut oser prononcer les mots qui conviennent, avec derrière l'islamisation progressive de la France par les frères musulmans. Il faut écouter Florence Bergeau-Blacker, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, qui a parlé du halal, l'extension du halal. Deuxième tabou qui est pire, la famille, puisque maintenant vous ne pouvez plus parler de famille. Alors il faut dire une famille avec un papa, une famille avec une maman, une famille avec 2 papas, une famille avec 2 mamans. Voilà. Mais vous ne pouvez plus dire une famille avec un papa et une maman, quoi. C'est bon. Et alors une politique nataliste, alors là non, alors là c'est Pétain. Là. Ouais, donc comme on s'interdit d'avoir une politique nataliste, donc on accepte comme une donnée définitive le collapsus démographique. On va le payer évidemment très cher. Et la deuxième chose, j'y reviens, c'est l'impuissance publique. Parce qu'à partir du moment où on ne veut pas toucher aux frontières, on ne veut pas toucher aux lois supérieures à nos lois, c'est-à-dire les lois européennes, et aux 5 cours suprêmes qui font ce qu'elles veulent sur notre dos, il nous reste la politique compassionnelle, c'est-à-dire les champions du versement des larmes. Et là, je dois dire qu'on a un Premier ministre qui, par sa formation, par sa mentalité, démocrate chrétien, il sait pleurer à la tribune. Il a appris. Et du coup, ça peut toucher les gens, mais ça les touche qu'à un moment. À un moment donné, les gens disent, bon, maintenant, ça suffit de pleurer, il faut agir. La publicité, on revient dans un instant, parce qu'il y a un homme qui a bien regardé ces chiffres et il en fait sa ligne politique. Peut-être, à l'inverse, s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Ah, Jean-Luc Mélenchon. Je vois que ça vous intéresse. Et que ça vous redonne le sourire. Je ne savais pas qu'en disant... Monsieur Mélenchon, je vous attendais. Je ne savais pas qu'en disant Jean-Luc Mélenchon, vous alliez avoir ce sourire-là. Je vais le dire plusieurs fois dans la... C'est parce que là, il a fait une percée conceptuelle. Oui, exactement. La semaine dernière, qui est mémorable. Et on ne peut pas lui reprocher d'avancer masqué désormais. Non, mais... la pub. On en parle juste après. D'accord. Ok, à tout de suite. Vous allez lui répondre à Jean-Luc Mélenchon. Philippe de Villiers, 19h30 pour la suite de notre émission. Philippe de Villiers, juste avant la publicité, j'ai donné 3 mots. Jean-Luc Mélenchon, un prénom, un nom, et vous avez eu un sourire. Parce que vous aviez envie, en fait, depuis que vous l'avez entendu le week-end dernier parler et du grand remplacement et de la France rurale, de lui répondre. Je rappelle aux téléspectateurs que vendredi dernier, Jean-Luc Mélenchon a été reçu en majesté à l'université de Toulouse devant un amphithéâtre rempli d'étudiants. Il est revenu sur le tabou médiatique et politique du grand remplacement. Et il s'est adressé directement à Éric Zemmour et François Bayrou. Écoutez. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement ? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique, vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. J'ai même entendu des gens me dire « Nous sommes les dépositaires d'une tradition et nous devons la défendre. » Mais oui, allez-y. Essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas 2 mots. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Et au lendemain de cette déclaration, Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon, cette fois-ci, s'est adressé aux quartiers populaires en expliquant qu'après son opéra sur les quartiers populaires et la France des tours, direction la France des bourgs. Il parle de la France rurale. Jean-Luc Mélenchon. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. C'est là que naîtront vos enfants.
C'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la Nouvelle-France. Et vous souhaitiez absolument qu'on entende en longueur Jean-Luc Mélenchon avant de pouvoir prendre la parole. Geoffroy Lejeune. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon embrasse la théorie du grand remplacement en souhaitant à voix haute, comme il le fait, un remplacement de population dans toute la France, mais aussi notamment dans les campagnes? On vient de vivre ce qu'on pourrait appeler, dans la christologie de l'extrême gauche, l'épiphanie de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire la manifestation publique, la révélation, la déposition sur la place publique de son arrière-pensée. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le grand remplacement n'était pas un fantasme, une théorie conspirationniste de l'extrême droite. Et il va plus loin, il prend à partie Éric Zemmour, vous l'avez montré, François Bayrou, il dit oui, le grand remplacement est là. Et il veut l'accélérer. Mais avant ça, il le définit. Tout au long de son discours aux étudiants qu'il acclame. Ça fait froid dans le dos. C'est l'avenir. Il dit le grand remplacement, c'est le changement de composition d'une population. C'est quand une population est remplacée par une autre. C'est quand une civilisation est remplacée par une autre. C'est ce qu'il appelle la créolisation. La créolisation de la France. La France de la créolisation. Rassurez-vous, braves gens, on garde l'hexagone, on garde le territoire, on garde la toponymie, mais on fait surgir un peuple neuf qui débarque avec ses mœurs nouvelles, sa manière nouvelle d'habiter le monde transplanté, et on fait vivre en parallèle l'islamisme ancestral, le wokisme radical, la femme grillagée, l'homme enceint. En fait, c'est Robespierre en Kéfier qui nous explique, je cite son mot, que l'avenir, c'est le peuple monde, le peuple d'humanité. C'est plus le peuple français, sur le territoire français. Et il ajoute, il faut investir les campagnes. Deuxième message, il reprend la logomachie de Ruffin. Il avait dit à Ruffin, ces gens-là puent, ils sentent l'alcool, ils sont obèses, etc. Et il dit, bon, maintenant on les dégage et on les remplace. Sur en quoi d'ailleurs, il accompagne le travail qui est fait actuellement par l'État, qui n'est plus un travail de limitation de l'immigration, mais de répartition dans le cadre du projet européen, le pacte migration-asile. Et en fait, quelles sont les armes de Mélenchon? Il y en a deux. Une dont on a parlé, l'autre dont on ne parle pas. La première, il a dit lui-même, voilà, quand je suis né, il y avait un Français sur 4 qui avait un grand-parent étranger. Sur 10, pardon. Aujourd'hui, 1 sur 4. Donc, en fait, il reprend l'aphorisme de Boumedienne, qui disait les ventres des femmes seront à la conquête de l'Occident. L'enfantement, c'est le djihad des femmes, disait un autre grand télé-évangéliste, ou télé-coraniste plutôt. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ajoute à cela quelque chose qui est un codicile qui est dans le programme de la NUPES, que personne n'a vu. C'est les réfugiés climatiques. Il propose un statut de déplacé climatique. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui, de déplacé climatique. Et il est allé dire sur une radio pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, qui s'appelle Thinkerview, il est allé dire, dès 2023 d'ailleurs, voilà, il y a 260 millions de réfugiés climatiques, de déplacés climatiques potentiels. Il faut leur donner un statut en Europe et on les fera rentrer. Et il dit avec humour, 100 millions de Français, on pourrait faire des trucs. Voilà. Donc en fait, l'immigration est pour lui une arme par destination dans la guerre pour effacer les cultures, les héritages. Mélenchon, c'est
c'est la Corée du Nord plus l'Iran, c'est-à-dire le socialisme prédateur plus la charia. Il y a une déclaration qui vous a interpellé cette semaine, Philippe de Villiers. On reparlera de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, mais peut-être que c'est lié selon vous. C'est celle de Roland Lescure, Premier ministrable, proche d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il a dit chez nos confrères de C'est à vous. On n'est pas dans la submersion migratoire à 10,5%. Je suis retourné à Montreuil où j'ai grandi et oui, il y avait beaucoup de femmes voilées, mais elles sont françaises. On ne réglera pas les enjeux de l'assimilation, en fermant les frontières. Roland Lescure a défini en quelque sorte la France de la Macronie, dans l'émission C'est à vous, je le disais, une sorte de France de l'ubérisation à l'américaine. Est-ce que ces deux conceptions de la France, Philippe de Villiers, la France créolisée et la France mondialisée, sont, elles, selon vous, cousines germaines ? Mais aujourd'hui, il y a 3 France, on l'avait dit, j'ai écrit dans mon livre Mémoricide, vous venez de reprendre l'expression France de l'ubérisation. C'est bien ça, Roland Lescure, c'est ça, toute la Macronie, c'est ça. Alors la France de l'ubérisation, c'est un business model, c'est une application mobile, c'est une plateforme mondialisée, disruptée. La Startup Nation, c'est la France de l'instant, c'est la France du virtuel, c'est la France de l'homme qui zappe. Il y a la classe moyenne, l'homo faber, et il y a la classe de la Macronie, l'homo sapiens, l'homme qui zappe. C'est un peuple de l'homme de l'instant, bigarré, mondialisé. Et en fait, pourquoi je vous ai dit qu'il faut relier les deux, Roland Lescure, Mélenchon ? Parce qu'en réalité, quand vous grattez un peu, vous vous apercevez d'une chose, c'est que ces deux France, la France de l'ubérisation et la France de la créolisation, elles ont un point commun fondamental. Ce sont deux manières de détruire la France. C'est-à-dire que ce sont deux post-France. Vous avez d'un côté la France de Lescure, de Macron. C'est une France que Macron veut mondialiser. Voilà pour cette post-France. Et l'autre post-France, c'est l'anti-France que Mélenchon veut remplacer. Revenons à Jean-Luc Mélenchon, justement, Philippe de Villiers. Il s'en est pris, dans les déclarations qu'on a entendues il y a un instant, à la France éternelle, la France des traditions, et ceux qui font justement l'apologie de cette France. Philippe de Villiers, vous l'enracinez, vous souhaitez lui répondre à Jean-Luc Mélenchon. Oui, je regrette qu'il ne soit pas là. Parce que, il fut un temps, on avait de la sympathie l'un pour l'autre, parce que et il me disait, toi, tu es un patriote. Et il m'aimait bien. Par une sorte de fait miroir, je sais pas. Bon. Et je regrette parce que ce que je vais lui dire, c'est pas méchant, mais ça vient de mes tripes. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'assister un jour à un bout d'écriture. C'était dans les Deux-Sèvres, chez Marie-France Garot. C'était l'appel de Cochin. Avec Pierre Juillet. Et j'ai encore la phrase à nouveau, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Eh bien, Eliot, Geoffroy, je le dis avec le poids de l'expérience et de la connaissance de l'histoire de France, de l'histoire millénaire. Le parti de l'étranger, il est présent, omniprésent, dans l'histoire de France millénaire. Au moment de la guerre de 100 ans, il portait un nom, le parti des Français reniés. Les Français reniés, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Et voilà que les Français reniés reviennent et qu'ils veulent rebrûler Jeanne d'Arc et brûler nos souvenirs. Le parti de l'étranger, le parti des Français reniés, il a mué devant la guillotine, la terreur. C'était le parti des régénérateurs, des purificateurs, des révolutionnaires assoiffés de sang. D'ailleurs, regardez bien Mélenchon, il a des airs de Carrier.
Carrier, cet homme, ce révolutionnaire, au bord de la Loire, ce fleuve révolutionnaire, comme disait Aragon, qui noie les innocents et qui s'exclame « Je veux une nouvelle France ». Ça vous dit rien? Vous reconnaissez la sémantique? Et il ajoute « les mains poissées de sang ». C'est par principe d'humanité que j'ai voulu faire de cette terre, que j'ai voulu purger de cette terre la liberté de ces monstres. Alors, oui, parfois il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi trembler à l'idée que le peuple historique peut céder la place. Et en vous regardant, je pense à un mot de Chateaubriand, dont on a parlé un jour il y a longtemps, et qui disait « Les peuplades de l'Orénoque ont disparu. Il n'est resté de leur dialecte à la cime des arbres que 30 mots prononcés par des perroquets redevenus libres. C'est peut-être notre destin. Nous sommes pris entre le wokisme, dans un étau, entre le wokisme qui s'emploie à nous déculturer et l'islamisme qui s'emploie à nous reculturer. Mais, en fait, non. Je me reprends. Rien n'est perdu. Et vous savez pourquoi? Parce que la caractéristique d'un vieux pays, c'est qu'il va chercher dans le miroir de ses sagesses anciennes une énergie, une force insoupçonnable pour se relever. Et en fait, ce passé immémorial, ce passé millénaire de la France, c'est sa corde de rappel. Et moi, je dis à Jean-Luc Mélenchon la chose suivante. Vous pouvez me mépriser, mais au moins m'écouter. Moi, je suis un Français de France. Je porte dans mes côtes les pierres d'angle, les lézardes, les râles héroïques d'un vieux pays, d'un très vieux pays. Et je ressens physiquement, cette énigme des parentés invisibles, qui fait que dans chaque petit Français, malgré lui, vie, survie, sommeil, murmure, un Français millénaire qui se rappelle à lui, qui est en lui, qui se rappelle à lui et qui lui rappelle les ferveurs enfouies et les plus hautes valeurs distinctives. Et ce Français-là, ce Français millénaire, qui ne peut pas mourir, ce Français des hautes nefs immémoriales, il peut redevenir à un moment ou à un autre, et le moment est venu, une conscience dressée. Et s'il y a autant de monde qui nous regarde, Monsieur Mélenchon, le vendredi soir, et vous feriez bien d'ajouter à ce nombre, d'ajouter votre présence assidue. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il est en train de nous regarder, ce Français millénaire. Il veut pas mourir, et il veut pas que son pays meure. Ce Français millénaire, il nous regarde, il nous écoute, et il se lève. Il est possible qu'il vous regarde, Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, il est possible qu'il ait dit ça la semaine dernière parce qu'il vous répondait. À vous, le Français millénaire. Mais à partir du moment où... Et on le salue. Non, mais à partir du moment où il dit le grand remplacement, finalement, je suis d'accord, il n'a plus qu'un pas à faire pour dire, mais la France de la tradition. Puisqu'il critiquait le grand remplacement il y a 5 ans. Et maintenant, il dit le grand remplacement. Il donne 5 ans pour dire, finalement, la France de la tradition. Vous savez, Paul Valéry disait, la tradition consiste pas à refaire ce que les autres ont fait, mais à en refaire de toutes autres, dans de toutes autres circonstances, en gardant l'esprit. Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas compris ce que c'était que la tradition. Bon, je vous donne 5 ans, moi je vous donne 2 minutes avant l'apologue, parce que j'ai hâte de l'entendre, votre apologue. 2 minutes parce que vous êtes un ardent défenseur, Philippe de Villiers, de la liberté d'entreprendre, de ceux qui arrivent à faire rayonner le pays dans le monde. Petits comme grands, les patrons alertent.
les charges sur leurs entreprises viennent freiner leurs activités. Un homme dont la parole est extrêmement rare a décidé de sortir du silence. Il est depuis 2 semaines la cible de certains responsables de gauche, de syndicats. Il s'appelle Bernard Arnault. Alors on ne va pas l'écouter, on l'a suffisamment entendu. Et on manque de temps, mais vous connaissez bien Philippe de Villiers, Bernard Arnault. Vous connaissez sa discrétion également. Alors comment vous expliquez qu'il prenne la parole et mette en garde le gouvernement Bayrou sur ces charges qui peuvent pousser à la délocalisation? Attention, LVMH n'a jamais dit, Bernard Arnault n'a jamais dit qu'il allait délocaliser. Philippe de Villiers. Moi, il m'a sauvé. Quand j'étais président du Conseil général, j'avais fait des parcs tertiaires qui s'appelaient des Vendéopôles. Je suis allé le voir et il m'a dit d'accord, il y a 700 emplois. Voilà, Vuitton, maroquinerie. Donc il avait des propositions dans le monde entier. Donc je sais qui c'est Bernard Arnault. Je le connais bien, c'est un ami, c'est un homme qui est profondément français, profondément patriote. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans toute la polémique, c'est le face-à-face à distance entre Bernard Arnault et le fameux Lombard. Ministre de l'économie. Le ministre de l'économie. Alors, vous avez un grand patron qui innove, qui invente, qui crée la richesse, qui crée la valeur ajoutée, qui se plaint du pacte vert parce que c'est une décarbonation bureaucratique, qui se plaint des impôts, des prélèvements, et qui dit on a bien de la vertu de rester en France. Et puis vous avez, en face de lui, un ministre de l'économie qui incarne physiquement l'impôt, qui sort tout droit de l'État profond, la Caisse des dépôts, etc., et qui, en arrivant dans l'atmosphère, explique qu'en fait, la prospérité d'un pays se juge à partir de 3 critères: le nombre des fonctionnaires, l'étendue de la sphère publique et l'étatisation de l'économie. Voilà. Bon, en fait, on est plombé depuis 40 ans, parce que ces gens-là, les Lombards et autres ingénieurs sociaux de la Saint-Simonie, ils nous ont infligé un New Deal à la française, qu'ils appellent. Bon. Et ce New Deal reposait sur 2 postulats: l'extension indéfinie de la sphère publique et de la dépense improductive, comme on dit en économie, et le primat de la consommation sur la production comme moteur de la croissance. Et voilà, on en est. On était un pays de producteurs, on est en train de devenir un pays de consommateurs. Et donc, il faut rendre hommage aux grands patrons. Alors, vous savez, il y a 2 cibles aujourd'hui dans le gouvernement. Il y a les grands patrons, les très grands patrons. Oh là là, les grands patrons. Et les très petits. Ils réussissent. Oh là, c'est dangereux. Et puis, il y a les tout petits patrons, les auto-entrepreneurs. Voilà. On tire sur les brochets, sur les gardons. Donc, si je résume, c'est plus d'Arnault, Bernard Arnault, hein, pas Raphaël, le triple fichier S, et moins de Lombard. C'est ça que vous voulez dire? Ah, mais le Lombard, c'est une plaie ambulante. Bon. Et il fallait le laisser à la Caisse des dépôts. Non. Philippe de Villiers, est-ce que vous connaissez l'Agence de la transition écologique, l'ADEME? Ah, l'ADEME. Alors l'ADEME, elle a un vaste projet, un vaste programme, elle finance des projets verts, elle joue un rôle d'expertise, de conseil, de sensibilisation et recherche et innovation. Et alors, la semaine dernière, il y a quelque chose qui vous a marqué, vous avez tourné les pages du Parisien et vous êtes tombé sur cette infographie de l'ADEME qui nous conseille combien de fois porter ses vêtements avant de les laver. Alors je sais, pardonnez-moi Philippe de Villiers, que vous portez régulièrement des pyjamas. Désormais, votre pyjama, vous allez le porter 7 fois avant de le laver. Votre jean que vous utilisez quand vous allez au Puy du Fou, c'est entre 15 et 30 fois, même s'il est boueux, d'accord, hein? Donc, même en temps de pluie, 15 à 30 fois. Donc, l'ADEME, voilà ce que recommande l'Agence de la transition écologique. Ils ont évidemment des milliers d'activités différentes, mais dans mes récits, vous parlez de l'écologisme, l'écologie carcérale selon vos termes. Vous pourriez, dans la continuité des recommandations de l'ADEME, qui nous invite donc à moins laver nos vêtements, décrire, selon vous, et ce sera votre apologue, la journée ordinaire du citoyen décarboné. Philippe de Villiers, quelle est la journée type du citoyen décarboné? Alors ça tombe bien, je l'ai rencontré hier. Et je lui ai promis de parler de lui, de raconter sa journée telle qu'il me l'a racontée. Il s'appelle Mathéo. Ah, le frère de Kevin. Le père de Kevin. Vous allez voir. Alors, en fait, Mathéo, quand il se lève le matin,
Première chose, qu'il ouvre ses volets, il a en face de lui une prairie vide, il n'y a plus de vaches. Il m'explique parce que aux 20h d'une grande chaîne de service public, le président de la Cour des comptes, qui est parfaitement dans sa fonction, comme vous allez le voir, Pierre Moscovici a expliqué qu'il ne fallait plus de vaches parce que les vaches pètent et que le méthane, c'est mauvais pour la planète. Va pour les vaches. Après, il met la main en visière et qu'est-ce qu'il voit? Un mur de pales d'éoliennes qui gronde jour et nuit. Et qui, lui et sa femme, évidemment, et qui perturbe le sommeil du couple et des enfants. Alors, il y a les bonnes choses parfois. Tout n'est pas noir, tout n'est pas vert. Il est consolé par son beau-frère qui est là en séjour. Son beau-frère qui est prof à Grenoble. Ah. Et qui est très, très lancé dans tout ce qui concerne le réchauffement climatique, la transition écologique, etc. Et il lui explique, il lui répète les mots, l'adjuration de Madame von der Leyen, qui dit « Soyez des Européens climatiquement neutres ». Et elle ajoute « Chaque matin, faites votre Green Deal ». Le matin, quand il se réveille, et là je fais allusion à votre lancement, il s'habille, et au moment de s'habiller, il veut changer de slip et de jean. Et sa femme l'arrête, et elle ressort le tableau que vous avez montré, et dit non, j'ai vu dans le Parisien, le slip encore 3 jours. Un jour, porté Ouais. un jour. Et le jean encore 30 jours. Oui, Ouais. 15 à 30 fois. Ouais, donc il finira par tenir tout seul. Bon, voilà. Et au moment de passer à table, sa femme lui dit non, il n'y a pas de repas. Alors d'abord, d'habitude, il va prendre l'apéro à midi. Là, il n'y a pas d'apéro parce qu'il n'y a plus de café. Le café a été remplacé par un kebab. Et il regarde autour de lui les voisinages et il voit l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe, le porte-monnaie qui se vide. Il rentre et il dit à sa femme, Janine, on va manger quelque chose. Elle dit non, on ne peut pas. Il faut payer à la TVA pour l'auto-entrepreneur. Bayrou. Et puis en plus, regarde la lettre du préfet qu'on vient de recevoir, on ne peut même pas louer la maison cet été. Je dis pourquoi? Regarde, lui, et il lit, votre 3 pièces est une passoire thermique. Bon. Il part au boulot. Il arrive aux portes de la ville. Je dirais pas laquelle, il me l'a dit, mais c'est une ville écolo. Et là, il voit ZFE, zone à faible émission. Il appelle ça zone à forte exclusion. Lui, il a une bagnole diesel, donc il fait du CO2. Donc il est interdit d'accès. Et donc il prend sa trousse à outils d'auto-entrepreneur sous le bras et il prend une trottinette à pédales comme un écolo pour aller à l'intérieur du centre-ville. Il se console en se disant, parce que c'est quand même un bon citoyen français, je suis un citoyen décarboné. Il y a quand même du positif. L'impression de sauver la planète, quand même. Ça compte, malgré tout. Et quand il rentre le soir du boulot, tout ne va pas tout seul, parce que son fils, Kevin, vient vers lui et lui dit, en hésitant, « Papa, il faut que je te dise un truc. Le planning familial est venu, il a fait un cours d'éducation sexuelle et ils ont dit, « Papa, je suis peut-être une fille. » Ah. Et même, ils ont dit, t'es peut-être enceint. Donc là, il coupe, il regarde la télé. Il allume le service public. Et il tombe sur Mathilde Panot. Et là, sans transition, il pense aux punaises de lit, un des combats de Mathilde Panot. Et il entend le journaliste qui en fait lui dit en gros, comme à beaucoup de Français, de toute façon, vous êtes des descendants de mâles blancs colonialistes qui ont asservi les minorités. Donc là, il coupe le service public et il part dans son lit. Sa femme le rejoint. Elle a regardé Sandrine Rousseau sur France 5.
Et elle met une condition à tout commerce vespéral, c'est qu'il soit un homme déconstruit. Et quand il se retourne sur son oreiller, c'est plus fort que lui. Il se répète les phrases de Macron, tout ça, c'est la faute à Poutine. Il jure à sa femme d'essayer de s'efforcer de ne pas ronfler comme les extrêmes. Ce sont les extrêmes qui ronflent. Et puis, il s'endort, elle aussi. Et là, il dessine dans un rêve un arc au-dessus du lit conjugal. Sa femme se réveille en sursaut et lui dit « Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu déconnes ou quoi ?» Il dit « Non. » « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui répond « Un arc républicain, ma chérie. » La journée du citoyen, la journée type du citoyen décarboné, je préviens l'ARCOM, c'est un apologue, c'est un conte, hein, bien évidemment. J'imagine, ils sont tous en alerte, là. Hein. Toute ressemblance avec la réalité n'est qu'une transposition. Voilà, donc on fait Philippe de Villiers, un grand merci pour cette journée type du citoyen décarboné. Je vous ai dit pendant la publicité, j'ai retenu votre phrase. L'intelligence est d'établir des rapports, d'accord ? Et j'ai pensé au citoyen type décarboné pendant la publicité. Et puis je me suis dit, il y a un thème qu'on n'a jamais abordé, c'est l'intelligence artificielle. Et vous savez ce que j'ai fait avec Benjamin No qui est en régie ? On a utilisé l'intelligence artificielle de Twitter. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de faire une photo de Philippe de Villiers en trottinette. Regardez. Oh, c'est fantastique. Regardez. Regardez Philippe de Villiers en trottinette dans les rues de Paris qui fonce vers les plateaux de CNews. Et j'ai fait mieux avec Benjamin No. Vous savez qu'attendez, c'est pas fini, parce que l'émission, on a commencé avec la une du Figaro, je rappelle, le phénomène, Il Phénoméno, c'était le surnom de Ronaldo, double ballon d'or, et cette une, c'est un peu votre ballon d'or, Philippe de Villiers. Et donc j'ai tapé Philippe de Villiers avec un ballon d'or. Regardez la photo. Incroyable. Ah oui. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle ? Incroyable. Ah oui. Ah oui. Et allez, en 30 secondes, Philippe de Villiers, avant de se quitter. J'ai eu un problème avec ma trottinette. Il faut que ce qui m'est arrivé, j'allais vers l'abri à trottinette, j'avais fini mon parcours, et j'ai croisé un barrage de manifestants, c'était des surmulots. Aïe, faites attention. Très mécontents. Cette photo, elle est exceptionnelle, regardez là, avec le ballon d'or. Hein. Elle est pas exceptionnelle. Elle est méritée. Elle n'est pas exceptionnelle, elle est méritée. Merci à tous les deux. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Philippe de Villiers. Merci à Benjamin No qui a préparé cette émission. Et nous, on se retrouve en bons citoyens décarbonés, comme dirait votre apologue, pour l'heure des Pro 2. À tout de suite.